MAGA, Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants, et tous les républicains MAGA paniquent après un sondage choc qui pourrait être le sondage le plus désastreux à ce jour à l'approche des élections de mi-mandat pour les républicains MAGA. Apparemment, le nouveau message de campagne, c'est si les chiffres sont assez mauvais, il suffit juste de crier plus fort à la télévision. Ce que ce dernier sondage de CNN a trouvé, c'est essentiellement que tout le monde déteste les deux partis. En gros, un quart des Américains disent qu'ils détestent les deux partis. Mais parmi ce groupe qu'on appelle les double-haters et les gens qui détestent la politique en général, ils préfèrent les démocrates par 31 points. C'est un chiffre brutal quand toute votre stratégie dépend du fait d'épuiser les gens jusqu'à ce qu'ils abandonnent et restent chez eux. Donc les gens qui n'aiment pas la politique, les gens qui, vous savez, sont simplement comme « éloignez-moi de tout ça ». J'en ai fini avec toutes ces conneries. Eux veulent quand même voter pour les démocrates par 30 et 1 point afin de faire essentiellement un changement de régime ici, aux États-Unis. G. Elliot Morris écrit « This might be the largest party lead I've ever seen among the so-called double haters cohort. A new CNN poll finds about 1/4 of the public holds a negative view of both parties. » Ce qu'on appelle les double haters. Les électeurs de ce groupe, toutefois, préfèrent les démocrates aux prochaines élections de mi-mandat par 31 points. Vous savez donc ce que les républicains MAGA essaient de faire à l'approche des élections de mi-mandat? Ce sont leurs tactiques de peur habituelles. Quand la persuasion échoue, le plan de secours d'urgence, apparemment, c'est une version maison hantée de la politique. Vous savez, ils ont des gens comme le républicain MAGA Scott Perry qui vient d'aller à la télévision et qui dit, vous savez, les immigrants, ils vont vous trancher la gorge. Ils vous tranchent la gorge et ils vous tuent. Et les démocrates soutiennent les gens qui tranchent des gorges et tuent. Et c'est comme arrêter donc. On le sait, arrêter avec la peur. OK? À un certain point, ça ne ressemble plus à une politique publique et ça commence à ressembler à quelqu'un qui a perdu un pari avec un producteur de chaîne d'infos en continu. Vous savez, le dernier budget militaire de 5 billions de dollars de Donald Trump propose 152 millions de dollars pour reconstruire Alcatraz. Parce que, naturellement, quand les familles s'inquiètent pour les soins de santé et l'épicerie, la réponse évidente, c'est une relance de luxe d'un musée-prison. Donald Trump est en vidéo et en audio en train de dire que on n'a pas assez d'argent pour aider les gens en Amérique avec Medicare, Medicaid, la sécurité sociale et d'autres fonctions essentielles, qu'on doit dépenser tout notre argent pour la guerre et pour un budget de guerre de 5 billions de dollars en ce moment. C'est toujours le même vieux numéro. Soudainement, le budget devient sacré au moment précis où les gens ordinaires ont besoin de quelque chose. Bref, voici ce que Scott Perry a à dire. Il dit que, avec des gens qui ont été arrêtés plusieurs fois et qui restent dans le pays, il tranche la gorge de jeunes femmes dans les trains. Il poignarde des femmes âgées ou d'âge moyen, en Virginie, dans une gare. Il tire dans la tête d'une jeune femme à l'université. C'est avec ça que les démocrates sont prêts à se tenir. C'est le choix que les Américains vont devoir faire quand ils vont se rendre aux urnes. Le scénario est toujours le même. Panique maximale, preuve minimale, puis on joue les offensés quand les gens appellent ça de la propagande. Puis le membre du Congrès républicain MAGA Barry Moore a pris son tour ce matin dans les médias de régime qui s'appellent eux-mêmes Newsmax. Et Barry Moore disait « Vous savez quoi? Devinez quoi tout le monde? Voici sur quoi on va faire campagne maintenant que Pam Bondi n'est plus procureur général. Nous, au comité de surveillance de la Chambre, les républicains MAGA, on va essayer d'éviter que Bondi soit assigné à comparaître pour qu'elle n'ait plus à parler des dossiers Epstein et qu'on puisse simplement étouffer ça de la façon dont Todd Blanche a dit « You know what? We're done talking about the Epstein file from here on out. » Rien ne dit plus de transparence qu'une discussion publique sur la façon d'éviter une discussion publique. La question posée était de savoir si Pam Bondi serait forcée de se présenter en vertu d'une assignation du comité de surveillance de la Chambre au sujet des dossiers Epstein le 14 avril et ce que disaient ses collègues à ce sujet, si cela tiendrait et s'il la traînerait quand même devant cette déposition. La réponse était en gros probablement pas. Jamie Comer va prendre cette décision. Évidemment, c'est lui le président du comité, mais je ne sais pas si c'est utile maintenant qu'elle n'est plus procureur général. Et encore une fois, c'est la décision de Jamie et on verra ce qu'ils décideront de faire. Et il pourrait y avoir certaines informations dont on a besoin pendant qu'on enquête sur Epstein. Et comme je l'ai dit, je pense que l'instrumentalisation du département de la justice, du Federal Bureau of Investigation, de la Central Intelligence Agency, de ces agences, ce qu'ils ont fait au département de la justice,
et j'en ai parlé à Merrick Garland pendant l'audience, ils ont miné la confiance du peuple américain envers le Federal Bureau of Investigation, la Central Intelligence Agency, toutes ces agences. Alors, on verra si Jamie veut faire sortir quelque chose à propos d'Epstein ou du département de la justice. Peut être qu'on pourra obtenir certaines informations, mais je pense que ce sera au président du comité de décider ce qu'il veut faire. Autrement dit, peut être qu'on a besoin de réponses, peut être pas, peut être qu'il faudrait d'abord vérifier si les réponses seraient embarrassantes. Puis vous avez eu le membre du Congrès républicain Maga Chiproa. Il est allé dans les médias de régime qui s'appellent eux-mêmes Fox ce matin et Chiproa dit « Vous savez ce que je cherche chez un nouveau procureur général ? Quelqu'un qui s'en prend aux gens qui ont harcelé les participants du 6 janvier. Il nous faut quelqu'un de pro-insurrection, pro-renversement des gouvernements quand l'élection ne tourne pas comme vous voulez. C'est ce que je cherche chez un nouveau procureur général. » Je veux dire, il le dit carrément ici. Ce qui est remarquable, ce n'est même plus l'extrémisme en soi, c'est la façon décontractée dont il le présente, comme si ça avait sa place dans une offre d'emploi tout à fait normale. Il dit qu'on doit s'occuper de choses comme Antifa. Le président a eu raison de les déclarer organisations terroristes. Nous voulons voir les gens affiliés à ces réseaux marxistes qui financent Antifa, qui créent toutes sortes de dangers pour le peuple américain. Nous voulons qu'ils rendent des comptes. Nous voulons que les gens qui ont harcelé les participants du 6 janvier rendent des comptes. Nous voulons connaître la vérité sur Arctic Frost. Mes dossiers ont été ciblés dans le cas d'Arctic Frost. Jack Smith. Nous voulons voir des têtes tombées. Nous voulons voir John Brennan, que le comité judiciaire a référé au département de la justice, rendre des comptes, ainsi que Jim Comey. Ce sont toutes des choses qui, selon nous, doivent arriver. Le prochain procureur général doit être très agressif, tout ça. Doit être très agressif et j'espère que le président choisira quelqu'un qui le sera. Et j'ai hâte de travailler avec Todd Blanche dans l'intérim. Pour un mouvement qui ne cesse jamais de parler d'instrumentalisation, il passe énormément de temps à décrire exactement comment ils veulent instrumentaliser le pouvoir. Vous savez, c'est quand même intéressant aussi de voir les soi-disant podcasteurs de droite. Vous savez, tous ces gens qui se sont jetés dans les bras de Donald Trump, alors qu'ils regardent maintenant les guerres désastreuses au Moyen-Orient, alors qu'ils regardent Donald Trump semer le chaos ici, aux États-Unis, et détruire des vies, et Immigration and Customs Enforcement, ainsi que la Border Patrol, version Gestapo, terroriser et torturer des gens ici. Regardez simplement deux des plus gros podcasteurs. En passant, le réseau Midas Touch obtient maintenant beaucoup plus de téléchargements et de vues que Joe Rogan et Theo Von réunis. Mais voici Rogan et Theo Von en train de parler de la façon dont... Je suis tellement confus, mec, par tout ce qui se passe, mec. Je suis tellement confus, mec. Je suis tellement confus. Il s'avère que poser des questions devient beaucoup moins amusant quand la réalité commence à répondre. L'un d'eux dit « Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu penses qu'on va s'en sortir ?» L'autre dit « Je l'espère. » Bien sûr, je ne sais pas. Puis vient la question « Est-ce que tu y penses ?» Et la réponse est « Je suis confus. » J'arrive pas à croire qu'on soit entré dans cette guerre. Quand on a commencé à bombarder l'Iran, j'étais comme « ça ne peut pas être vrai. » Puis vient la question « Et le Liban maintenant ?» Et la réponse est « Je sais. » Israël a envahi le Liban. Oui. Et c'est comme faites juste arrêter ça. De quoi avez-vous besoin? Puis quelqu'un dit, eh bien, supposément, ils essaient d'arrêter les terroristes. Et la réponse c'est fou pareil si c'est toi le terroriste. Tu comprends ce que je veux dire? Comme si tu veux les arrêter, mets-toi devant le miroir et commence par là. C'est fou comme Leadership Force se transforme vite en « Attends, pourquoi tout est en feu ?» Vous savez, je veux faire venir quelqu'un qui s'appelle Tim Gremel. Il se présente au Congrès en ce moment au Michigan, dans une circonscription cruciale elle aussi, et parlons un peu de tout ça. Tim Gremel est l'ancien maire de Pontiac, au Michigan, ancien chef démocrate à la Chambre de l'État du Michigan, et il se présente maintenant dans la 10 circonscription du Congrès. Il y a un siège ouvert là-bas, le républicain MAGA John James se présentant au poste de gouverneur. Le territoire de la 10 circonscription du Congrès couvre Oakland, des secteurs voisins, des parties d'Oakland et d'autres secteurs voisins. Quand j'ai introduit ce segment, j'ai montré un ensemble de clips vidéo de ces membres républicains MAGA du Congrès qui font leur vieux truc habituel. Je veux dire, ils font de la peur. Vous savez, les immigrants vont vous tuer et c'est pour ça qu'on a besoin des républicains MAGA pour vous protéger. C'est une très grande course. C'est une course qui pourrait très bien
et devrait passer du côté démocrate ici même. Et beaucoup de gens la regardent presque comme un baromètre de ce qui va arriver dans le reste du pays. Et si cette circonscription bascule, ce sera un autre rappel que le marketing par la panique, ce n'est pas gouverner. C'est vraiment le point zéro des efforts pour retrouver une majorité démocrate à la Chambre des représentants des États-Unis. Et évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point il est important pour nous de retrouver une majorité démocrate à la Chambre des représentants des États-Unis. C'est la manière la plus immédiate et la plus importante de rétablir des freins et contrepoids face à cette présidence. Et la 10 circonscription ici, au Michigan, est probablement la meilleure occasion au Michigan de faire basculer un siège républicain et certainement l'une des 5 ou 10 meilleures occasions dans tout le pays. Donc c'est vraiment une circonscription à gagner absolument si on veut retrouver une majorité à la Chambre des représentants des États-Unis et rétablir des freins et contrepoids face à la folie qu'on voit de l'administration Trump. Vous savez ce qui est tellement fascinant avec la 10, et j'y suis déjà allé et je connais la région comme étant très raisonnable, modérée, du genre à vouloir conclure des ententes et trouver ce qui est dans le meilleur intérêt et en aucun cas d'un type extrémiste MAGA. Ce n'est tout simplement pas la composition de la région. Et donc je trouve ça fascinant parce que j'ai aussi fait des entrevues avec d'autres personnes qui se présentent dans des circonscriptions voisines, d'autres qui occupent des secteurs d'Oakland et d'autres endroits. C'est que, vous savez, vous avez ce genre de sycophantes de Trump qui ont fait des choses vraiment nuisibles pour la circonscription, qui sont vraiment extrêmes dans ces régions, et ça n'a jamais semblé coller. Et je comprends qu'une fois que quelqu'un entre au Congrès, il peut souvent bénéficier de cet avantage de l'élu sortant. C'est un siège ouvert en ce moment, je dois le mentionner, puisque John James se présente au poste de gouverneur. Mais c'est toujours étrange d'avoir comme un ultra-MAGA dans une circonscription. Ça me surprend toujours. Ce décalage, c'est ce qui arrive quand le théâtre national du ressentiment est importé dans des communautés qui demandent surtout du gros bon sens. Eh bien, c'est vrai. Vous savez, la personne moyenne dans la Dix circonscription est une personne normale. Ce sont des gens qui se préoccupent de leur famille, de leur communauté. Ce ne sont pas des extrémistes. Ce ne sont pas vraiment des croyants purs et durs du MAGA. Et donc, mes amis, mes voisins ici dans la Dix circonscription, ils veulent vraiment simplement ce que veut chaque Américain, une meilleure vie pour eux et leur famille. Ils veulent voir leur communauté fonctionner et prospérer. Et donc, le fait qu'ils aient été représentés par quelqu'un qui a littéralement suivi tout ce que le président Trump a fait, peu importe à quel point ça a été nuisible pour les communautés locales ici dans la Dix circonscription, est vraiment décevant pour beaucoup de gens ici dans la Dix. Parce qu'ils veulent simplement une représentation de bon sens, des gens qui se battent pour eux, pour les Américains normaux et travailleurs. Et malheureusement, ils n'ont pas eu ça au cours des 4 dernières années. Il s'avère que les électeurs sont capables de faire la différence entre une représentation et une obéissance aveugle. Tim a occupé beaucoup de postes différents, que ce soit comme maire, à faire la gouvernance quotidienne très concrète d'une ville comme Pontiac, ou à diriger les démocrates de l'État du Michigan à la Chambre et à gravir les échelons là-bas. Il a tout vu. Son parcours, c'est qu'il est né ici, dans la 10 circonscription, qu'il a grandi ici, qu'il a terminé son secondaire ici, et que, après avoir obtenu son diplôme de la faculté de droit de l'Université du Michigan, il est revenu chez lui dans la 10 circonscription et s'est finalement présenté puis a été élu au conseil scolaire local ici, est devenu avocat syndicaliste du côté des travailleurs et est ensuite devenu chef démocrate à la Chambre du Michigan, où il s'est battu avec succès pour élargir l'accès aux soins de santé dans l'État en élargissant la couverture Medicaid afin de fournir une assurance maladie à 700 000 Michiganders non assurés. Il s'est battu avec succès pour augmenter le salaire minimum au Michigan et pour la première fois dans l'histoire de l'État, l'indexer à l'inflation, et il a vraiment consacré toute sa vie adulte à défendre les Américains travailleurs, à lutter pour une classe moyenne plus forte. Et on a vu de plus en plus au cours des dernières décennies que les riches de ce pays sont devenus de plus en plus riches pendant que tout le monde prenait de plus en plus de retard. Et il a consacré sa vie adulte à essayer de faire partie de la solution et à essayer vraiment de faire en sorte que le rêve américain redevienne accessible aux gens ordinaires. Vous savez, Donald Trump a dit au cours des dernières 24 heures environ qu'on n'a pas assez d'argent pour s'occuper de Medicaid, de Medicare, ni vraiment d'aucun programme social ou de la sécurité sociale. Que ce n'est pas ce qu'on devrait faire comme gouvernement fédéral. Je veux dire, j'aimerais exagérer ici, mais il a dit mot pour mot
Et ensuite, il a poursuivi en disant « What we really only have money for, tout le monde a vu ces clips, is war ». Et Donald Trump met maintenant de l'avant un budget de 1,5 billion de dollars, principalement axé sur les dépenses militaires, encore plus de guerre sans fin. Et le peuple américain se dit « Vous nous avez arraché nos soins de santé ». Vous êtes maintenant en train de faire repartir l'inflation à la hausse, on a du mal à trouver des emplois, votre guerre commerciale contre le monde nous a écrasés, et vous l'avez vu de vos propres yeux au Michigan, particulièrement avec certaines des choses que Trump a faites en s'attaquant au Canada, et particulièrement à eux et à nos autres alliés. Et les gens se disent quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Avec tous les discours sur le fait de mettre l'Amérique d'abord, la facture finit quand même toujours par arriver d'abord sur la table de cuisine. Et parfois, je me dis simplement, mais qu'est-ce qui vient même de dire? Et comment est-ce que ça peut être abordé à travers n'importe quel prisme politique normal? Je me rappelle quand j'étais jeune, et je suis sûr que vous aussi, quand Dan Kell a mal écrit Potato, et c'était comme, mon gars, c'est fini. Il n'y a plus de carrière politique pour toi. Je veux dire, là, il est sur scène à dire qu'on se fiche de vous. On va juste faire la guerre. Et c'est là que l'argent va aller. Et regardez, il est profondément impopulaire. Comme il est à 33% d'approbation. Mais quand même, c'est comme, d'accord, qu'est-ce qui se passe au juste? Les standards ont tellement chuté que le mépris affiché pour les besoins de base est maintenant traité comme un simple autre cycle de nouvelles. Oui. Je veux dire, malheureusement, et c'est triste, mais vous n'exagérez pas. Je veux dire, j'ai vu le même clip que tant d'Américains ont vu. Et nous avons un président à la Maison-Blanche qui est profondément déconnecté des besoins et des préoccupations des Américains ordinaires. Et vous avez touché à quelques éléments. Vous avez mentionné les tarifs douaniers, bien sûr, et ils ont été incroyablement punitifs pour les gens ordinaires, pour les Américains travailleurs. Vous savez, le coût de la vie était déjà élevé quand Trump est entré en fonction. Et ces tarifs douaniers n'ont fait qu'aggraver encore davantage la situation. On voit des coûts énergétiques incroyablement élevés. On voit des primes d'assurance maladie qui montent en flèche à cause des politiques de santé de Trump. On voit les coûts du logement continuer à monter, monter et monter. Et les prix à l'épicerie sont encore incroyablement élevés. Les tarifs douaniers continuent d'être vendus comme un tour de magie et d'une façon ou d'une autre, c'est toujours dans le portefeuille des autres que le numéro de disparition se produit. Je veux dire, chez nous, on fait souvent du Chili. Et j'étais dehors à voir le prix de l'essence, bien sûr, atteindre 4 $ le gallon ici, localement, pendant que je conduisais vers l'épicerie. Et puis, à l'épicerie, j'achetais de la viande pour notre Chili et le bœuf haché coûte maintenant 7 $ la livre. Et donc, si vous êtes une personne ordinaire qui, pendant ce temps, voit ses salaires stagner et le coût de tout monter, les tarifs douaniers frappent les gens très durement. C'est une attaque contre les consommateurs et ça pousse l'inflation encore plus haut. Et pendant ce temps, ça perturbe les chaînes d'approvisionnement, surtout dans cette circonscription où nous avons beaucoup d'usines automobiles qui dépendent de pièces qui traversent la frontière depuis le Canada. Et les tarifs douaniers contre le Canada, de tous les endroits, perturbent ces chaînes d'approvisionnement, mettent des usines à l'arrêt, provoquent des mises à pied, font perdre des revenus aux gens tout en faisant en même temps augmenter encore davantage le coût des biens dont les gens ont besoin jour après jour. Apparemment, même le Canada est maintenant distribué dans le rôle du grand méchant dramatique. Parce qu'il faut un ennemi dans chaque scène de ce scénario. Et nous devons revenir à une politique tarifaire rationnelle. Vous savez, c'est une chose d'imposer des tarifs douaniers à de mauvais acteurs dans le monde, mais les imposer à des endroits comme le Canada et l'Europe occidentale, des endroits avec de bonnes normes du travail, de bonnes normes environnementales, ça n'a aucun sens. Et ça ne fait que punir les Américains ordinaires. L'autre chose qui a été soulevée, bien sûr, et dont Trump parlait récemment, c'est le fait que, à cause des dépenses militaires, il ne pense pas que le gouvernement fédéral puisse se permettre de faire quoi que ce soit pour aider les gens ordinaires avec les soins de santé, avec les services de garde, et c'est révoltant. Je veux dire, évidemment, l'Iran, et le gouvernement iranien en particulier, a été une force horriblement malveillante envers sa propre population, envers les gens de toute la région du Moyen-Orient, et ils ne doivent jamais être autorisés à obtenir une arme nucléaire. Mais les gens de la dite circonscription et de tout le pays n'ont aucun intérêt pour une autre guerre sans fin. Et Trump n'a aucune stratégie. Les coups de menton sont toujours pleinement financés. C'est pour les services de garde qu'ils deviennent soudainement des philosophes du budget. Évidemment, il a dit dans ses propres mots qu'en raison de l'accent mis sur les dépenses militaires,
Le gouvernement fédéral ne peut pas aider les gens ordinaires avec leurs besoins de base. Je parlais l'autre jour avec une femme qui ne sait pas si elle pourra continuer à travailler parce qu'elle n'a pas les moyens de payer les services de garde. Pendant ce temps, des gens perdent leur assurance maladie à cause des politiques de santé de Trump. C'est complètement inacceptable. Les gens de la dite circonscription et les Américains en général veulent un gouvernement fédéral qui donne priorité à leur famille, à leurs besoins quotidiens, en s'assurant qu'on puisse réellement remettre le rêve américain à la portée des gens ordinaires. Et malheureusement, cette administration est tellement déconnectée qu'elle donne priorité à autre chose qu'aux besoins du peuple américain et des gens ordinaires. Et c'est inacceptable. Voilà ce qui arrive quand on traite le gouvernement comme une scène de rassemblement permanente plutôt que comme une responsabilité. Et la raison pour laquelle je suis entré en politique, c'est pour me battre pour les familles de la classe moyenne, pour les familles de travailleurs. J'ai obtenu des résultats dans le passé dans mon rôle législatif à l'État. J'ai obtenu des résultats comme avocat syndicaliste du côté des travailleurs, en tenant tête aux milliardaires et en me battant avec succès, en gagnant pour les travailleurs. Et nous avons un président qui est hors de contrôle. Et nous devons retrouver une majorité à la Chambre des représentants des États-Unis. Mais nous devons élire des combattants qui ont non seulement une feuille de route éprouvée dans la défense des gens ordinaires, mais aussi dans la victoire de ces batailles et dans l'obtention de résultats, afin que nous puissions recommencer à bâtir une forte classe moyenne dans ce pays. Où les gens peuvent-ils en apprendre davantage sur cette campagne? Eh bien, l'endroit le plus simple, c'est timgramel.com. Vous pouvez voir comment le nom s'écrit, mais c'est timgramel.com. Il y a aussi bien sûr Facebook, X et Instagram, et on encourage les gens à aller voir, à suivre et à en apprendre davantage sur la campagne. Mais cette campagne, c'est vraiment un mouvement pour restaurer le rêve américain pour les gens ordinaires et recommencer à bâtir une forte classe moyenne dans ce pays. Tim Gramel se présente dans la dite circonscription du Congrès du Michigan, siège ouvert. Le républicain MAGA John James quitte ce siège pour se présenter au poste de gouverneur. Ravi de te voir, Tim, et merci de m'avoir reçu, mon gars. J'apprécie. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.